Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, bras de fer judiciaire entre l'État du Burkina Faso et l'ancienne majorité politique. La Cour de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest doit se prononcer sous peu au sujet du nouveau code électoral. Ebola récidive au Libéria. Les autorités jouent la carte de la vigilance. Après l'enregistrement récent de nouvelles victimes, l'épidémie regagne également du terrain en Guinée et en Sierra Leone voisine. Kinshasa face au délestage en République démocratique du Congo. Les besoins en énergie tournent autour de 800 kW, mais à peine la moitié est fournie par la Société nationale d'électricité. La Cour de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest appelée à se prononcer sur le sort de Burkinabé exclu du processus électoral. Sa décision dans l'affaire qui oppose l'État du Burkina Faso à l'ancienne majorité politique est attendue pour le 13 juillet. Les précisions de Birama Saonera. Le code électoral burkinabé est au centre de toutes les attentions. Le 7 avril 2015, les députés du Conseil national de transition ont adopté un nouveau code électoral. Ce texte exclut les partisans de l'ancien président Blaise Compaoré des prochaines élections. Face à cette situation, l'ancienne majorité présidentielle a saisi la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour sous-régionale rendra sa décision le 13 juillet 2015. Pour le moment, les avocats des plaignants sont optimistes. Nous avons bon espoir que la Cour se déclare compétente, qu'elle déclare la demande de nos clients recevable et qu'elle fasse droit, entièrement droit, à leurs prétentions, à savoir l'abrogation de la modification de la Constitution qui exclut une partie de la population aux compétitions électorales. Le nouveau code électoral fait référence à la tentative de révision de la Constitution fin octobre 2014 par l'ancien président Blaise Compaoré. Pour les avocats de l'État, les restrictions inscrites dans ce texte sont autorisées et aucune discrimination ne pourrait être prouvée par la Cour de la CEDEAO. Les restrictions en matière électorale sont admises par toutes les juridictions internationales à la triple condition que ce soit légal, nécessaire et proportionné. Il n'y a aucune discrimination vu que les autorités de la transition elles-mêmes ne peuvent pas se présenter aux élections de sortie de crise. Le nouveau code électoral fait l'objet de vives polémiques au Burkina Faso depuis son adoption. Pour de nombreux observateurs, c'est une lourde tâche qui a été confiée à la Cour de justice de la CEDEAO. Il faut laisser la justice de la CEDEAO rendre justice, dire réellement s'ils peuvent se présenter ou pas. Mais si cette Cour juge décider en défaveur des anciens partisans de Blaise Compaoré, on ne sait pas finalement au niveau de la démocratie ce qui peut se passer. Est-ce que ces gens-là, en étant écartés de la lutte démocratique, ne pourraient pas user d'autres voies, ce qui ne serait pas très bien pour le pays, ce qui serait dangereux pour les Burkinabés. Les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO ne sont pas susceptibles d'appel. Elles sont en théorie contraignantes pour les États membres. Cependant, elles ne sont pas systématiquement appliquées. Les élections présidentielles et législatives devant se tenir le 11 octobre prochain, il est important qu'un terrain d'entente soit trouvé avant le scrutin. Le Libéria, une nouvelle fois sous la menace d'Ebola. La fin de l'épidémie avait été déclarée le 9 mai dernier, mais le gouvernement a annoncé ce mardi avoir détecté un cas, puis 2 autres mercredi. Les autorités sanitaires libériennes cherchent à présent à déterminer l'origine de la contamination d'un adolescent de 17 ans décédé du virus. Les précisions de Deo Gracias Podo. Ebola suscite une fois de plus l'inquiétude sur le continent africain et particulièrement au Libéria. Pourtant, le 9 mai 2015, l'Organisation mondiale de la santé déclarait la fin de la transmission du virus dans le pays. Les nouveaux cas détectés le mercredi 1er juillet 2015 au sud-est de Monrovia placent une nouvelle fois les autorités en alerte. Au sein de la population, on se rappelle encore des heures sombres de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Bien avant Ebola, je produisais du charbon de bois. Je vivais bien parce que j'avais mes enfants autour de moi. Je jouais avec eux, je blaguais avec eux. Mais aujourd'hui, je ne vais pas bien. Quand je pense à mes enfants qui ne sont plus avec moi, je me sens mal. En ce qui concerne les origines de ces nouveaux cas, aucune certitude. Les enquêtes épidémiologiques se poursuivent. Mais déjà, à titre préventif, une trentaine de personnes ont été placées en quarantaine.
Le gouvernement libérien, de son côté, s'est engagé à soutenir financièrement le système sanitaire national. Ce que nous pouvons faire, c'est trouver des moyens d'intervention. Comment pouvons-nous transférer de l'argent dans ces communautés pour pouvoir leur apporter de quoi se remettre sur pied, parce que le virus Ebola a déstabilisé les moyens de subsistance de certains d'entre eux. Le ministre de la Santé se penche sur le cas de ceux qui sont en convalescence ou qui ont survécu à Ebola. Il y a encore certaines personnes, sur la base de la stigmatisation, qui ne peuvent pas retourner dans leur communauté parce que d'autres pensent qu'ils restent contagieux. Depuis décembre 2013, Ebola a fait plus de 12 000 morts en Afrique de l'Ouest, dont près de 5 000 au Libéria. L'annonce des nouveaux cas de Monrovia succède à celle des 8 cas détectés en Sierra Leone le 21 juin 2015. Dans l'actualité également, poursuite judiciaire contre le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa. À l'origine de la plainte, le leader populiste Julius Malema qui entend le poursuivre pour son rôle présumé dans le massacre de Marikana où 34 mineurs avaient été abattus par la police lors d'une grève illégale en août 2012. Son parti veut également engager des poursuites judiciaires contre la compagnie minière Lonmin où travaillaient les mineurs décédés et contre le ministre de la police de l'époque. Les coupures de courant devenues monnaie courante à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La SNEL, la Société nationale d'électricité, affirme pourtant que les travaux de réaménagement sont en cours. En attendant, les habitants de la ville optent pour les énergies renouvelables, comme l'explique Jacques Amboka. Kinshasa, en République démocratique du Congo, fait quotidiennement face aux coupures intempestives de l'énergie électrique. Aucune commune de la capitale administrative n'est épargnée. Une réalité qui handicape le développement socio-économique et favorise le banditisme. Nous vivons dans l'obscurité, ce qui favorise le banditisme. De nombreuses personnes ont été violentées par des bandes de brigands. Il faut environ 800 kW pour couvrir les besoins en énergie électrique dans la capitale. Mais en ces jours, seuls 450 kW sont fournis par la Société nationale d'électricité. Nous y travaillons. C'est qu'il faut noter qu'un travail d'électrification, lorsqu'il a commencé, il réclame un délai. Réhabiliter une machine à Inga, vous savez, ça prend 24 mois. Et ça réclame de l'argent. Vous devez payer une facture de l'ordre de 70 millions de dollars pour réhabiliter une machine à Inga 2. Construire une ligne entre Inga et Kinshasa, c'est 24 mois. Aujourd'hui, cette ligne est visible à Kinshasa, mais lorsque nous avons commencé, personne ne s'est rendu compte que ce que nous annoncions était vrai. En attendant une desserte assurée dans la capitale en matière d'électricité, certains habitants se tournent vers les énergies renouvelables. Nous fonctionnons à l'aide des énergies renouvelables, c'est-à-dire que pendant le soleil, nous accumulons la charge et quand il y a coupure du courant, nous continuons à fonctionner comme si de rien n'était. L'objectif, c'est de maintenir une certaine permanence dans les services. Le déficit de l'énergie électrique est un problème récurrent en République démocratique du Congo. Le barrage d'Inga fait face à des pannes fréquentes et à la vétusté de son équipement. Afin de trouver une solution à cette situation, le gouvernement envisage un partenariat public-privé. Ceci permettra d'améliorer la fourniture en énergie électrique dans l'ensemble du pays. Et avant de clore cette édition, sachez que la tournée africaine du président français François Hollande se poursuit. Le chef de l'État est attendu ce vendredi à Yaoundé au Cameroun. Un événement exceptionnel que nous vous invitons à suivre en direct sur notre antenne à partir de 15h30 GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.